Fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de la chaîne de l'espoir, bonsoir et bienvenue dans votre émission Actu 7 sur 7 de ce dimanche 22 avril 2018. Vous êtes bien sûr dans votre émission Actu 7 sur 7 qui vous permet de découvrir une fois encore les faits marquants de la semaine. Et dans cette émission, il sera question du Front des architectes de la République, en abrégé phare, la poursuite du dialogue intertogolais et la sortie médiatique de la coalition des 14 partis de l'opposition, certaines nominations lors du dernier Conseil des ministres, la comparution de l'ancien ministre Pascal Bodona devant la justice, le rapport de l'enquête Afro-Business et autres. Donc pour en parler, j'ai avec moi en studio le pasteur Bavon. Pasteur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Merci aussi pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. D'abord, ma première question, je rappelle que cette émission, c'est de montrer une référence à nos jeunes frères qui nous suivent, parce qu'ils pensent que tout ce que nous voyons aujourd'hui sont nés peut-être avec des cuillères d'or en bouche, mais ils oublient que certains ont bavé pour être là où ils sont aujourd'hui. Quand on parle de Bavon et du pasteur Bavon, et s'il faut se présenter au jour d'aujourd'hui, comment est-ce que vous le ferez? Est-ce qu'en tant que pasteur, en tant qu'homme politique, ou bien les deux combinés? Merci beaucoup. J'ai commencé mon cursus professionnel en tant que pasteur. Et ce qui m'a aidé beaucoup dans mon évolution, parce que avant de parvenir à la politique, il fallait absolument que je sois capable de connaître les hommes, la valeur des humains que nous voulons diriger. Donc le cursus pastoral m'a tellement aidé, ça m'a développé personnellement à prendre confiance en moi-même. Donc vous étiez en train de dire à l'entame que il y a certaines personnes qui pensent que lorsque les gens arrivent à un certain niveau, que c'est comme ça, qu'ils sont nés avec un destin spécial. Et ils sont nés avec des cuillères voilà, en bouche. Tout à fait, mais ce n'est pas mon cas. Donc vous avez galéré. Moi, je ne suis pas né d'une famille riche, je suis né d'une famille modeste, et ce que je sais, c'est que mes parents se sont beaucoup battus pour nous envoyer à l'école. Et on savait dans quelles conditions ils étaient en train de faire ces sacrifices-là. C'était à Lomé ou bien à l'intérieur du pays? Oui, ben, à l'intérieur, j'ai fait mes études primaires à l'intérieur jusqu'en 4e. Donc j'ai continué à Lomé jusqu'à l'université. Donc, mais ce que je pourrais dire aux gens, c'est que on devient ce qu'on est seulement par sa propre volonté. Une conviction. Une conviction. Et ça, c'est la plus grande richesse qu'un parent puisse donner à son enfant. Hein. Et c'est ce que moi, mes parents m'ont donné. Ils ne m'ont pas légué un héritage extraordinaire, mais ils m'ont donné une éducation et un amour pour les études. Et cet amour pour les études a fait que même quand j'ai perdu mon papa très jeune, en 3e, je n'ai pas cessé d'aller à l'école. Donc j'ai eu à financer mes études à partir de la 3e. En quoi faisant? Ouais, en faisant des répétitions pour les petits-enfants à la maison. Et parfois je coiffais même les garçons du quartier et tout. Je faisais tout cela pour pouvoir avoir quelque chose. Et puis j'avais mon oncle aussi qui m'aidait à la fin de chaque mois, me donnait un peu d'argent de poche. Jusqu'en terminale, quand j'ai eu mon bac, donc j'ai dû voler de mes propres ailes. Donc c'est pour dire que les gens qui arrivent à se fabriquer eux-mêmes, ces gens-là sont de bons modèles pour la jeunesse et pour les encourager. D'ailleurs, donc quand je suis arrivé en politique aujourd'hui, ça me permet de comprendre mieux pourquoi nous avons besoin de changement, pourquoi nous avons besoin d'évolution avec le système politique en place, pourquoi nous avons besoin de l'alternance et tout. Parce qu'il y a certaines personnes dans ce pays aujourd'hui qui n'ont personne. Ils n'ont que le Togo, ils n'ont que ce régime.
Et lorsque ce régime ne leur octroie pas une chance d'évolution, il y a un grand problème pour l'avenir de ces personnes-là. Donc je dirais que la grande majorité de la population togolaise est dans ce cas. Donc c'est la raison pour laquelle nous militons aujourd'hui. Et ma situation de modestie, de commencement modeste, m'a beaucoup aidé à être ce que je suis aujourd'hui et je ne le regrette pas. Vous avez répondu partiellement à ma question. Bon, en fait, la question qui va venir. Oui. J'aimerais demander qu'est-ce qui vous a concrètement motivé à vous lancer dans la politique? D'accord, la politique n'a pas été mon ambition. Parce que dans mon développement spirituel, je suis parvenu à comprendre que tout ce que je fais de moi-même ou bien de ma propre ambition se termine toujours par des frustrations. Donc j'ai très tôt compris qu'avant de faire quelque chose, il fallait que j'obtienne une vision ou une direction de l'esprit. Donc personnellement, la politique ne m'avait jamais intéressé. D'ailleurs, la façon dont elle est faite dans nos pays africains, ça ne m'avait jamais intéressé. Puisqu'on dit souvent que la politique, ce n'est pas pour les saints. Oui, tout à fait. Donc, à un moment donné, il a fallu que le Seigneur, le Saint-Esprit, dans ma conviction religieuse, donc le Saint-Esprit a eu à m'éclairer sur certaines choses. Et moi, j'avais fait l'anglais à l'université de Lomé. Mais ma conviction depuis le lycée, c'était de faire le droit. Donc, quand j'ai terminé, que je suis rentré dans le pastorat, je n'ai jamais imaginé qu'un jour j'allais retourner à cela. Donc, quand le Saint-Esprit me disait il fallait contribuer à la construction de ce pays, donc ça m'a pris 7 ans de pouvoir accepter qu'un jour je pourrais rentrer en politique et puis contribuer quelque chose. Donc, on n'a pas besoin d'avoir 2 têtes ou bien d'avoir 1000 pieds voilà, pour pouvoir contribuer à son pays, quoi. Donc finalement, j'ai dû succomber à cette exigence et cela m'a conduit à retourner à l'université Sorbonne de Paris pour refaire mes études de droit. Donc c'est dans cette mission-là que j'ai dû prendre la décision au moment opportun, lorsque la direction divine m'est revenue, de rentrer dans l'arène politique et avec une idéologie propre que le Saint-Esprit m'a donné. Donc, nous ne sommes pas appelés à faire la politique comme cela se fait d'habitude. Donc, nous sommes en train de marcher sur une certaine direction et des instructions spirituelles. Parce que si nous devons faire comme les autres faisaient, donc on n'aurait plus besoin de venir, quoi. Donc là, celui qui nous a envoyés nous a dit comment faire et quoi dire et comment s'en prendre. Avant de revenir au phare, comment est-ce que vos fidèles ont pris cette décision que le pasteur décide subitement de s'adonner à la politique? En vérité, pour être sincère, les membres de notre église n'ont pas été choqués. Ils n'ont pas été choqués, sincèrement. Dans la mesure où, déjà à l'église, j'avais l'habitude de leur expliquer certaines choses sur le développement de l'Afrique, le développement des peuples. Et je partageais aussi avec eux des idéologies politiques. Donc, quand il y a des mouvements et des manifestations en ville, je prends le temps, en même temps, je saisis cette occasion pour leur expliquer certaines choses. Pourquoi, s'ils doivent manifester, voici comment ils doivent manifester, les limites de ce droit-là, et pourquoi ils ne doivent pas aller casser les biens publics et tout. Donc, je leur expliquais déjà ça. Et il y avait certains d'entre eux, d'ailleurs, les grands leaders de l'Église, qui me suggérait déjà pourquoi ne pas rentrer en politique pour apporter ces bonnes idées que je partage à l'Église avec le pays pour que ça avance. Donc au niveau de l'Église, les gens n'étaient pas choqués. Mais au niveau de, je dirais, la communauté religieuse, je sais que les gens étaient un peu surpris. D'ailleurs, il y avait eu des journalistes qu'on avait rencontrés au commencement, qui était très dubitatif sur ma qualité, ma compétence de faire la politique en tant que pasteur. Donc lorsque le chargé de communication allait les rencontrer pour obtenir des rendez-vous, ils se disent mais tiens, qu'est-ce qu'il pourra dire, attends, on ne veut pas entendre parler des versets bibliques ici et tout. Ouais. Donc il a eu à faire un travail colossal pour quand même arriver à les convaincre, mais en action, ils ont eu à comprendre que nous pouvions apporter quelque chose. Effectivement. Donc, vous êtes venu à mettre sur pied un mouvement
que vous appelez phare. On va suivre le lancement de ce mouvement et on revient. Merci. Vers un changement sociopolitique durable au Togo. C'est le thème de la rencontre entre le Front des architectes de la République phare et la presse. Cette rencontre a permis à ce mouvement sociopolitique de lancer officiellement ses activités. Il se donne pour mission d'œuvrer pour trouver une solution à la crise sociopolitique que traverse le Togo. Selon le Front des architectes de la République, la cause de cette crise est historique et est due à une haine qu'a hérité la population togolaise. Le Togo a donné naissance à un système qui le détruit. Un système de haine que nous avons hérité depuis des décennies, même avant l'indépendance. La haine, le repli identitaire, la discrimination de l'autre, le désir de rabaisser les autres ethnies, le désir de se montrer supérieur aux autres, nous l'avons hérité et ça est en train de nous coûter très cher. Dans la mesure où cette haine a donné naissance à un régime qui ne peut qu'être concentrationnaire, oppressionnaire, parce que ça donne la peur à ceux qui sont au pouvoir et ils ne sont pas en sécurité parce qu'ils pensent que le jour où ils laisseront le pouvoir, leur vie sera en danger. Pour le phare, il n'est pas question de viser uniquement une seule personne ou un parti politique. Il faudrait tout d'abord guérir la conscience des Togolais. Le phare propose d'abord une croisade de guérison, une campagne de sensibilisation des consciences. Il faudra panser les plaies en première position. Et en deuxième position, le phare demande à ce que les décisions qui seront prises dans ce dialogue, quand bien même beaucoup n'y comptent plus, nous pensons qu'avec le génie politique togolais, on pourrait parvenir à quelque chose. Donc nous proposons pour cela que les acteurs politiques ne visent pas des hommes, ne visent pas un parti, mais que des mesures constitutionnelles, les réformes institutionnelles et qui incluent en même temps l'assainissement du cadre électoral, que tout soit fait dans le sens de commencer une nouvelle vie politique togolaise. Outre le domaine politique, les activités du phare couvriront également les domaines économiques et socio-culturels. Venons de suivre les activités du lancement de votre mouvement. D'abord, pourquoi cette dénomination phare, Front des architectes de la République? Ok, il faut tout de suite corriger que le mouvement n'a pas été créé par moi. C'est un mouvement qui est né de la jonction de certains mouvements. Le début du mouvement, c'était le monument de secours. Donc, ceux qui fonctionnaient dans le monument de secours, ce sont eux qui ont eu à suivre les acteurs politiques sur la scène et ils m'ont rencontré. Et ils m'ont demandé, ils ont vu que l'idéologie que je prône est en harmonie avec ce qu'ils espèrent. Donc, est-ce qu'ils pouvaient m'avoir dans leur groupe? J'ai dit non, je ne sais pas ce que vous avez fait depuis le passé jusqu'à maintenant, donc il va falloir que vous changiez le nom et que tous ceux qui viennent maintenant soient une nouvelle base. Donc c'est là où ils ont choisi le Front des architectes de la République. À ne pas confondre avec ce que peut-être on a connu il y a 25 ans. Oui, en 91, voilà. Le regroupement des partis de l'opposition. Voilà, donc ceci, en sa définition, le front, c'est un front parce que c'est le rassemblement de beaucoup de mouvements, de plus de 3 mouvements. Donc là, on ne veut plus revenir en arrière pour voir, ou bien pour parler de ces mouvements-là qui n'existent plus, qui se sont fondus maintenant en le phare. Donc le phare est le front des architectes. Architecte veut dire ceux qui veulent construire le pays et donner un schéma, donner une architecture sur laquelle un fondement structural qui permettra une construction solide, durable de la vie politique et sociale de notre pays.
Voilà. Effectivement, donc voilà le front des architectes de la République. Quels sont vos objectifs? Les objectifs sont à 3 niveaux. Nous avons des objectifs politiques, sociaux et puis économiques. Les objectifs politiques d'abord, il s'agit d'agir sur la scène politique, c'est-à-dire en influençant les décisions. Les décisions qui seront prises à chaque niveau, parce que notre appel demande à ce que nous puissions faire le décryptage profond des idées derrière les dispositions et les mesures qui seront prises. Donc dans la mesure où il y aura de l'injustice dans certaines mesures, dans cette disposition, nous devrons dénoncer cela. Donc sur le plan politique, nous avons aussi... Donc revenons un peu en arrière, dénoncer cela. Aujourd'hui, vous n'êtes pas encore un parti politique, peut-être vous êtes dans la société civile. Oui. Et si vous étiez un parti politique, vous n'avez pas des membres à l'Assemblée nationale, comment comptez-vous faire pour dénoncer les injustices? Ouais, justement, c'est l'erreur que nous faisons. Nous ne sommes plus dans les années 80 ou 90. Là où nous sommes maintenant, la technologie a beaucoup avancé. On n'a pas besoin d'être membre de l'Assemblée nationale avant d'agir sur la vie politique de son pays. C'est l'erreur que les gens commettent. On ne doit pas penser que jusqu'à ce qu'on soit membre d'un gouvernement ou un député avant de pouvoir agir. Même on peut être un député à l'Assemblée nationale et sans rien pouvoir apporter. Effectivement. Voilà. Donc, avec l'avancée de la technologie aujourd'hui, d'abord, on a commencé à peine un mois, le 27 avril, le mouvement aura fait un mois, mais on a eu à agir beaucoup sur la pensée des gens, la façon de voir des gens, les analyses des gens. Nous avons vu que ce que nous avons commencé par prôner, d'autres personnes, petit à petit, en début, ils n'ont pas cru en ce que nous disions, c'était comme une utopie. Mais en fin de compte, ils ont petit à petit commencé par comprendre et ils ont commencé par relayer cela. Donc vous voyez, ça c'est l'influence dont nous parlons. Donc sur le plan politique, je continue en disant que lorsque l'opposition, il y a une opposition au Togo, parce qu'aujourd'hui c'est l'opposition que nous connaissons qui est opposition. Demain, cette opposition pourrait aller au pouvoir et il y aura une autre opposition. Donc quelle que soit l'opposition, si cette opposition prend des dispositions ou bien donne des mots d'ordre à la nation et qui ne sont pas des mots d'ordre corrects, qui serviront au profit de toute la nation. Donc notre travail est de pouvoir dénoncer cela et de corriger l'idée derrière. Cela veut dire que nous poursuivons l'intérêt général, le profit de tous les Togolais. C'est en cela que la politique a échoué. Parce que nous avons toujours cru que faire la politique, c'est lutter pour un intérêt partisan ou un intérêt personnel. Mais la bonne politique, c'est celle qui vise l'intérêt de l'autre aussi, quel que soit son bord, opposé à mon opinion. Voilà, c'est cette politique-là que le phare est en train de faire. Donc ça, c'est sur le plan politique. Nous voulons aussi arriver à illuminer la jeune génération sur la politique, à donner un changement de mentalité en politique. On a toujours cru que faire la politique, c'est arriver à gagner l'argent du pays, à s'enrichir. Et puis, bon, voilà, toutes ces vieilles idées, il va falloir qu'on change tout cela. Mais pour le changer, il faut qu'il y ait 2 ou 3 personnes qui commencent par agir dans la pensée des gens. Vous voyez, on n'a pas besoin, pour faire une révolution, on n'a pas besoin d'un grand camp. On a juste besoin d'une seule personne ayant une bonne idée. Alors que le phare est déjà composé de plus d'une centaine de personnes. Et ça, c'est déjà un grand atout. Donc, nous voulons changer la mentalité politique du pays, faire croire que ceux qui sont du Nord, ils sont des Bleus, ceux qui sont du Sud, ils sont des Oranges, ou quelque chose. Bon, toutes ces mentalités-là, nous devons arrêter ça, parce qu'elles sont moyenâgeuses. Il faudra arriver maintenant à donner une nouvelle mentalité d'unité nationale. Donc, voilà, donc ce sont des mentalités comme ça que nous voulons apporter sur la scène politique. Sur le plan social, nous voulons agir dans le développement personnel, parce que amener les gens à pouvoir évoluer dans leur fonction, dans leur profession. Pourquoi? Parce que une bonne politique dans un pays
est mesurée par le développement de chaque citoyen. Donc on ne mesure pas la vie d'une minorité. Oui, on ne mesure, je voudrais dire, on ne mesure pas la qualité d'un régime par la construction des routes ou par la plantation des feux tricolores. On mesure la qualité d'un régime par le niveau de vie de chaque citoyen. Donc c'est là où les indices de développement humain ont montré que ça, c'est les indices par lesquels on voit. Or, quel que soit le régime ou le parti au pouvoir, quels que soient leurs efforts, tant que les individus, les citoyens eux-mêmes ne sont pas développés, n'ont pas conscience de leurs valeurs et n'ont pas le caractère de l'excellence, ils ne pourront pas évoluer et ils vont croire que c'est le régime qui n'est pas bon. Donc c'est pourquoi nous voulons déjà... Il faut une éducation de base. Une éducation de base, redonner une autre culture au Togolais. Parce que notre culture de travail est un peu médiocre pour le moment, comparée à d'autres sociétés africaines. Donc ça, nous le faisons dans notre siège. Nous avons des programmes pour rencontrer la population. Nous avons des programmes pour les membres qui sont adhérents du mouvement, pour le développement et tout. Donc sur le plan économique également, nous voulons le socio-économique, quoi. Donc je mélange les deux. Donc là, ce qui est très important à faire, c'est de donner un développement de valeur humaine, hein, la valeur humaine à chaque personne. Aujourd'hui, la dictature a fait que le Togolais n'a pas conscience de sa valeur humaine. Nous croyons que nous sommes des êtres humains, mais nous ne savons pas ce que ça signifie réellement. Or, une société qui n'a pas conscience de sa valeur humaine se vend moins cher. Vous voyez? Et c'est une société qui peut se détruire facilement. Et c'est ce que la politique devrait faire. Parce que la dictature que nous avons connue, c'était un temps, hein, c'était un temps, mais que nous ne regrettons pas aujourd'hui. D'une manière ou d'une autre, mieux vaut se rappeler... Ça nous a forgé à aller de l'avant. Aller de l'avant. Mieux vaut se rappeler des bons moments du passé que de se rappeler des moments désastreux. Donc, cette dictature-là a fait aussi que le Togolais n'arrive pas à se voir au-dessus des autres. Le Togolais n'a pas cette fierté d'être lui-même. Or, le concept de soi qui est négatif fera que l'individu ne produira que des résultats négatifs. Et ça, c'est le politique qui doit faire ce travail-là. Donc, c'est ce travail que nous sommes en train de faire en voulant petit à petit, sur 10 ans, sur 20 ans, sur 40 ans, avec la même idéologie, nous savons qu'avec ce projet à long terme, il y aura un changement, un jour de mentalité de la population au Togo. Vous voyez? Et je vais finir sur ce plan socio-économique en disant que on a besoin, en tant que Togolais, de revenir rapidement à la compréhension que le seul trésor que nous avons, c'est notre pays. Le pays, le Togo, n'est pas, aucun pays n'est un gâteau pour ses citoyens à dévorer personnellement et à s'enfuir. Donc il faut absolument que les gens aient cette mentalité-là de patriotisme. Donc en cela, les trésors que constitue ce pays-là sont premièrement les êtres humains, la population. Cela est très important. Nous croyons que si quelqu'un n'est pas de ma région, il n'est pas vraiment togolais. C'est comme s'il est un demi-togolais. Nous avons encore cette mentalité et ça est en train d'influer sur la vie politique, les décisions à prendre. Dans le dialogue, par exemple, je pense qu'on va venir sur ça. Dans le dialogue, par exemple, il y a ce facteur qui est en train d'agir beaucoup sur les individus. Donc, cette mentalité-là ne peut pas nous permettre d'avancer. Donc, c'est pourquoi le politique doit se prendre cette responsabilité d'arriver à agir sur la mentalité des gens, à comprendre que, quel que soit le Togolais ou quelle que soit son origine, il n'y a plus de Kabie, il n'y a plus de Tem, il n'y a plus de Moba, il n'y a plus de Mina, il n'y a plus de V. Togolais, c'est Togolais et nous avons le droit d'élire domicile partout. Voilà. Vous avez parlé du dialogue, alors on va rester dedans. Bon, quand vous avez appris que les acteurs politiques veulent se rassembler autour d'une table et de décider de l'avenir de notre pays, un certain 19 février, comment est-ce que vous avez apprécié l'initiative? Oui, c'était une belle initiative parce qu'il le fallait. Dans tout
conflit, il faut toujours arriver à une table de dialogue. Mais encore faut-il que cette table de dialogue produise quelque chose qui fasse avancer l'entreprise politique du pays. Donc quand le dialogue a commencé, on était heureux. Nous sommes parmi les gens au niveau du phare qui ont été très optimistes que cela allait donner quelque chose. Bon, avec l'avancée du dialogue, il y a eu des polémiques et d'autres soucis de part et d'autre que nous aurons l'occasion d'en parler. Et oui, effectivement, le constat est amer qu'aujourd'hui l'opposition revient dans la rue, une position qu'elle avait prise en début et qui avait amené les acteurs à se retrouver autour d'une table. Est-ce qu'il faut dire que le dialogue a capoté? Non, ce ne serait pas très juste de dire que le dialogue a capoté. Le dialogue est en train de chanceler, mais ça n'a pas encore capoté. Donc ça va reprendre. Ça, nous souhaitons que cela reprenne. Bon, ce qui se passe aujourd'hui et que je voudrais expliquer ici à notre famille togolaise, c'est quoi? C'est que lorsque l'opposition a pris l'engagement d'une manière expresse ou tacite de surseoir aux manifestations, je pense que l'opposition savait ou bien mettait un certain espoir en ce dialogue, de se faire comprendre avec le pouvoir en place. Bon, lorsque l'opposition, en fin de compte, rappelle les manifestations de rue, nous, au niveau du phare, nous n'en sommes pas contre. Pourquoi? Parce que le droit de manifestation est un droit fondamental humain. Donc il appartient à chaque individu de réagir et de lutter pour sa liberté à chaque fois que celle-ci est en jeu. Mais nous espérions, au niveau du phare, nous espérions que la C14 nous donne d'amples explications plus approfondies sur ce qui s'est passé en fin de compte au niveau du facilitateur. Nous savons qu'il y a un facteur qui était les processus électoraux qui sont engagés par le pouvoir en place unilatéralement. Et il y a une pré-campagne qui est en cours. Bon, il ne faut pas quand même se dire aveugle lorsqu'on a des deux yeux pour regarder. Voilà. Et ça avance, mais on se dit ici que pourquoi nous sommes en dialogue et qu'eux, ils avancent dans le processus électoral. Bon, ils vont dire qu'ils sont en train de suivre un calendrier. Le calendrier a été fait par nous. Nous ne sommes pas les produits du calendrier. Donc le calendrier peut attendre jusqu'à ce que la crise qui est en place soit résolue d'abord. Donc je pense que ça c'est l'un des facteurs. Mais s'il y a eu d'autres facteurs, on s'attendait à ce que l'opposition nous donne des explications approfondies et pour que tout le monde soit mobilisé. Bon, de ce côté, j'ai vu que l'opposition devrait faire ce travail-là. Oui, cette semaine, elle était en conférence de presse où il a dénoncé les bavures policières de la semaine dernière et tout en interpellant le facilitateur à se prononcer vraiment sur ce règlement qui interdise les manifestations de rue. Oui, ça c'est le communiqué de cette semaine. Avant les manifestations des 11, 12 et 14, et nous espérions qu'il y ait plus d'explications. Parce que toute la population se demande sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui se passe? Ou est-ce qu'on doit encore reprendre les manifestations de rue? Vous voyez, l'opposition est en train de prendre les revendications du peuple. Et nous qui voulons ce changement dans le pays, nous devons rapidement avoir l'habitude d'expliquer profondément les choses aux gens. Parce que les gens de la rue ne maîtrisent pas l'art et les subtilités de la politique. Mais il y a des têtes pensantes dans la rue, à l'instar des professeurs. Oui, mais ils ne sont pas nombreux. Le problème, c'est que celui qui est devant doit donner plus d'explications. Donc, toutefois, nous avons soutenu les manifestations de l'opposition et nous n'avons pas été contre parce que la manifestation est un droit constitutionnel. Nous l'avons soutenu. Bon, je demande ici seulement que la prochaine fois, quand il y a des choses comme ça, que l'opposition nous donne plus d'explications. Ça permet une plus grande motivation. Ça permet aux gens de voir que ce que nous sommes en train d'espérer est en train de rentrer à l'eau.
Mais comparativement au passé, mais je pense que l'opposition essaie de plus en plus de parler de dialoguer avec le peuple. Ouais. Parce que avant, c'était lettre morte, on nous imposait. Mais cette fois-ci, après chaque rencontre, ils reviennent et nous exposent un peu ce qui a lieu. Oui, c'est vrai. Mais la raison pour laquelle je dis ça, c'est que la manifestation des 11, 12 et 14 n'ont pas pris d'ampleur parce que beaucoup de personnes n'ont pas réellement bien compris pourquoi on avait dit qu'on se soit aux manifestations. Parce que vous savez que le Togolais n'est pas de nature violente. Donc pour l'amener à faire des manifestations de rue, il faut vraiment le motiver encore plus profondément. Donc l'opposition a commencé à le faire et nous espérons qu'elle le fera encore plus. Parce que pour que les manifestations soient plus efficaces. Donc là, dans ces manifestations, nous venons au deuxième volet de la question. Dans ces manifestations, nous avons vu beaucoup de choses qui nous ont inquiétés, surtout au niveau de notre mouvement. Lorsque vous voyez dans ces manifestations, on n'a pas vu une scène d'un peuple en colère qui est en train d'être encadré par les forces de l'ordre. On a l'impression d'assister à une guerre non dite dans les cœurs. Entre qui et qui? Entre les militants et les forces de l'ordre, quoi. Parce qu'il y a une certaine manière d'encadrer les manifestations. Même si ces manifestations sont interdites par le gouvernement a les moyens qu'il puisse encadrer ces manifestations. Mais le gouvernement a procédé seulement à interdire. Au fait, il n'y a pas de marche. Donc, au début, les lieux de départ ont été encerclés. Personne n'a le droit de se regrouper. Oui. Bon, mais c'est des moyens d'encadrement. Et ça, on ne peut pas refuser cela au gouvernement. Il est dans son droit de puissance publique. Maintenant, le problème, c'est que lorsqu'il y a eu contact entre les corps habillés et la population, que les corps habillés sont censés protéger, les scènes de violence, les bastonnades, les blessures, et des deux camps, hein, parce qu'il y a eu des corps habillés qui ont été blessés également, et il y a des populations, je dirais des militants qui ont été vraiment sérieusement blessés. Nous, ce qui nous inquiète là-bas, c'est que qu'est-ce qui nous amène à ça? Ok? Cette scène-là est en train de nous révéler un avenir plus dangereux. Ici n'est pas le lieu d'accuser les forces de l'ordre ou d'accuser les militants de l'opposition. Il est question ici de comprendre qu'est-ce qui est en train de nous amener à cela. Parce qu'au jour le jour, nous voyons que la haine entre l'opposition et les forces de l'ordre devient de plus accentuée. Donc il faudrait que nous réfléchissions rapidement, si nous voulons construire le pays, savoir qu'est-ce qui nous amène à ça. Et ce qui nous amène à cela, c'est que quoi? C'est que nous avons deux camps finalement, une nation qui est bipolarisée, une partie avec le pouvoir et une partie avec l'opposition qui cherche le changement. Mais ces deux parties se traitent comme des belligérants, des ennemis. Nous, c'est ça qui nous inquiète. Comment est-ce que nous pouvons construire le pays comme ça? Lorsque les corps habillés, je dirais, font des exactions sur la population. On a eu des morts depuis le commencement, même la dernière fois, il y a eu un mort à s'occuper. Les morts, ce n'est pas gratuit, quoi. La vie des gens, ce n'est pas gratuit. Donc, on doit se demander qu'est-ce qui nous amène à cela. Donc, au niveau du phare, l'analyse nous a amené à comprendre que le pays est gangréné par une certaine haine. La peur de l'autre. L'autre est une menace pour moi. Et c'est ça qui est en train de contrôler, cet état conflictuel est en train de contrôler le dialogue dans lequel nous sommes. En ce sens que le problème est vu d'une manière différente par les deux camps. Lorsque un camp propose une solution, l'autre camp en est menacé. Donc ça fait qu'on est dans un bras de fer, un langage de sourds et non dans un dialogue. Ce n'est pas le manque de confiance, on ne peut pas qualifier ça de manque de confiance. Justement, lorsque deux personnes ne s'acceptent pas et se haïssent et se méfient l'un de l'autre, vous voyez qu'il
le manque de confiance est le résultat immédiat. Donc, dans ce dialogue, lorsqu'on parle de dialogue, on ne parle pas de bras de fer. C'est sur ce point-là que je voudrais venir. Le dialogue n'arrive pas à atteindre une résolution réelle parce que nous sommes allés à un dialogue comme si on allait sur un ring de combat où on a un bras de fer. On est en bras de fer. Donc ici, ce qu'il faudra faire, c'est de comprendre que pour aller à un dialogue, il faut d'abord dégager les inquiétudes des deux camps. C'est ce que nous faisons au phare lorsque nous voulons donner nos propositions. Qu'est-ce qui inquiète les deux camps? Donc ici, si vous voulez, je peux vous le dire, ce qui inquiète les deux camps. Le parti au pouvoir, son inquiétude, ce n'est pas le fait de... Ce n'est pas l'alternance qui est son inquiétude. C'est quoi là? Voilà. Il faut savoir que les gens de l'UNIR ne sont pas des fauves. Moi, je pense très bien que tout le monde veut le bien de ce pays. Donc, l'alternance n'est pas leur problème. Leur inquiétude, c'est ce qui arriverait après l'alternance. Mais effectivement, je rentrerai en disant que les rapports de l'Afrobaromètre publiés cette semaine confirment cela, que même au sein du parti et du président, il y a des gens qui veulent le changement et que le président ne se... Bon, voilà. Donc c'est pour vous dire que le parti UNIR cherche et veut aussi le changement que nous autres, nous sommes en train de chercher dans la rue. Mais leur inquiétude, c'est qu'est-ce qui arrive après l'alternance. Le jour où nous quittons le pouvoir, qu'est-ce que nous allons devenir dans le pays? Est-ce qu'ils vivront encore d'une manière paisible et libre comme de simples citoyens? Ou bien est-ce qu'ils vont porter les fardeaux des 50 ans d'erreurs et de crimes La table du dialogue n'est-elle pas le lieu pour en débattre, pour avoir une assurance par rapport au lendemain? Oui, justement, c'est pourquoi dans le dialogue, il fallait tout de suite relever là où se trouve l'inquiétude des deux camps. Donc ça, c'est l'inquiétude fondamentale du parti au pouvoir. Maintenant, si nous mettons, supposons que dans la résolution, nous enlevons ça. Pour enlever cette inquiétude-là, qu'est-ce qu'on devrait dire? On doit dire que, ok, après les réformes ne vont pas constituer ou bien ne vont pas viser des règlements de compte. Il n'y aura pas la chasse aux sorcières. Voilà, il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Donc nos réformes, c'est pour donner une nouvelle base pour la vie politique togolaise. Vous voyez que leur inquiétude est enlevée. Voilà. Maintenant, quelle est l'inquiétude de l'autre côté? Je vais parler de l'opposition. Le peuple qui s'oppose à ce régime, son inquiétude, c'est que on ne veut plus vivre sous un régime concentrationnaire qui concentre tous les moyens du pouvoir dans les mains, la richesse du pouvoir dans les mains d'une seule personne ou bien d'un petit groupe de personnes. On ne veut plus vivre sous la volonté de ces... On veut vivre libre. Donc là, lorsque nous enlevons l'inquiétude du parti au pouvoir et que le parti au pouvoir se joint à nous, on fait des réformes totales et non des réformes partielles. Donc ce ne seront plus des réformes apeurantes, mais ce seront des réformes joyeuses. Parce que les réformes ne vont plus viser la guillotine de quelqu'un. Là, le peuple obtiendra réellement ce qu'il veut. Nous aurons des réformes complètes qui seront mises en place et mises en œuvre dans un cadre bien sécurisé. Voilà. Maintenant, l'inquiétude du peuple, je termine avec cela en disant que le peuple s'inquiète qu'on ne soit plus sous le même régime qui nous a fait mal. Alors pour que cela n'ait pas lieu, il faut des réformes. Donc on a parlé des réformes tout à l'heure, comment ça doit être élaboré. Maintenant, il faut que ceux qui sont au pouvoir quittent là-bas. Ça, c'est l'inquiétude et c'est ce que veut le peuple. Comment est-ce que nous allons faire cela? Lorsque les réformes sont établies sans viser la guillotine de quelqu'un, alors nous avons obtenu le consensus du parti au pouvoir. Donc, au niveau du peuple, ce que le parti au pouvoir doit donner, c'est que dans les élections ne seront plus organisées par le parti au pouvoir comme cela a toujours été à l'ancienne. Pourquoi? Parce que lorsque nous disons que les réformes ne vont pas viser la guillotine de quelqu'un, cela sous-entend que on ne refuse pas dans ces réformes
que le candidat de l'UNIR se représente en 2020. Voilà. Donc ça, c'est un grand sacrifice que le peuple aura fait. Mais là, qu'est-ce que le parti là devra faire au peuple? Ce que le parti doit faire au peuple, qui sera le consensus, c'est que les élections seront maintenant organisées de concert avec la communauté internationale. Pas que la CEDEAO viendra superviser. Comme en 58 où l'ONU a même organisé. Voilà. Comme en 58, pas comme en 2010 ou 2015 lorsque la CEDEAO est venue superviser. Les observateurs. Non, on n'a pas besoin d'observateurs. On a besoin d'une délégation de l'ONU, d'une délégation de l'Union européenne, une délégation de l'Union africaine, une délégation de la CEDEAO et une délégation de l'UNI, une délégation de l'opposition, une délégation de la société civile qui organise ensemble. Et quand cela sera organisé, vous voyez que le peuple sera en confiance. Alors, quelle que soit l'issue de cette élection, vous voyez que le peuple sera tranquille, on saura que cette personne qui est sortie, c'est le peuple même qui l'a choisi. Vous voyez? Et cela va dans l'intérêt du parti au pouvoir aujourd'hui. Pourquoi? Parce que si le parti au pouvoir organise les élections, quelle que soit sa transparence, si leur candidat parvenait à gagner, la crise ne sera pas résolue. Parce qu'on dira toujours qu'ils ont volé. Quand bien même ils n'auraient pas volé, mais parce qu'on ne veut plus les voir au pouvoir, donc la crise ne sera pas résolue. Vous voyez? Donc c'est là notre niveau, au niveau du phare, et ça nos propositions, la démarche à adopter. Est-ce que cette démarche, vous l'avez fait par aux deux partis? Vous avez approché un peu les membres du gouvernement, en fait, le régime en place et l'autre camp, l'opposition, pour leur en parler, que voilà un peu. Oui, c'est une bonne question parce qu'il ne suffit pas seulement de parler en l'air, il faut vraiment agir. En effet, nous avons envoyé les communiqués contenant ces propositions et avec les démarches à l'appui à la présidence, au niveau de l'institution de la C14, aux grandes institutions internationales aussi. D'abord pour notre présence en tant que mouvement, pour nous signaler. Et puis, cette semaine de l'indépendance, donc nous avons un travail commun à faire avec ces personnes dans les rendez-vous à venir. Espérons que ça porte des fruits. D'abord, Afrobaromètre, ça vous dit quelque chose? Oui, je pense que c'est cette institution qui fait les sondages. Cette semaine, l'institution a publié son rapport où il y a 87% des Togolais qui sont pour la limitation du mandat présidentiel. 70% des Togolais disent que le chef de l'État togolais ne doit plus se représenter en 2020. Et si l'on limite le mandat à 2, 53% des personnes proches de UNIR le pensent et plus de 90% des personnes proches de l'opposition également pensent. 66% pensent que les Togolais doivent maintenir la confrontation avec le pouvoir pour l'amener à faire des réformes. Et 63% des Togolais sont pour le retour de la Constitution de 92. 77% des Togolais sont pour le vote de la diaspora. Voilà un peu le rapport de Afrobaromètre. Comment est-ce que vous appréciez cela? Bon, s'il faut accorder un crédit à leur travail, donc je dirais que c'est un travail qui reflète réellement l'intention de tous les Togolais. Bon, il y a un problème avec les sondages, c'est que les sondages ne sont pas trop fiables tout le temps. Donc, qui est-ce qui a répondu, comment, dans quelles conditions les sondages ont été faits? Oui, il faudra mettre cette petite réserve. Mais c'est des sondages qui sont quand même auxquels nous devons accorder foi. Pourquoi? Parce que dans les rues, au niveau du parti au pouvoir, nous savons qu'il y a des gens là-bas qui cherchent le changement également. Je vous dis la vérité, même le président Faure Gnassingbé, moi j'analyse la pensée des gens à travers leurs paroles et à travers leurs gestes. Ça vous étonnera que ce président aussi est pour le changement. Bien sûr, c'est pourquoi il avait envoyé entre-temps une loi au niveau de l'Assemblée. Non, c'est pas lui qui avait, c'est pas de son propre chef qu'il avait envoyé ce projet de loi. C'est quand les manifestations ont commencé que le gouvernement s'est précipité pour élaborer ce projet de loi. Il ne faut pas l'oublier, il faut pas dire ça. Mais ça, la bonne foi, il pouvait être campé sur sa position. Non, mais c'est parce que s'il se campait sur sa position, il savait que les choses iraient
de mal en pire. Donc, ils ont voulu rapidement régler ce problème. Vous voyez, je dis qu'il est pour le changement dans la mesure où, lorsqu'il est venu au pouvoir, il avait tenu des discours, il avait tenu des projets, il avait avancé des idées qui montraient que le temps du feu Eyadema était terminé et qu'il allait ouvrir un nouvel horizon pour la vie politique. Mon père, c'est mon père, moi, c'est moi. C'est moi. Bon, donc, et tellement que les choses avançaient très bien que des gens commençaient par lui donner des surnoms de gloire et fort vaudois, fort ceci. Pourquoi? Parce que les idées qu'il avançait étaient des idées nobles. Donc, c'est quelqu'un qui voulait le changement. Et je peux vous assurer ici que psychologiquement, vous ne verrez jamais un individu auquel on a accordé une responsabilité et qui irait avec l'intention de détruire ce qu'on lui a confié. Jamais. Donc, ce n'est pas humain. Et ça n'existe pas. Donc, il voulait ce changement-là. Mais le système dans lequel il est tombé ne lui a pas permis d'opérer ce changement-là. Est-ce que vous voulez dire que, comme d'autres, que le système est gouverné par l'armée? Non. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Même l'armée est victime de ce système. Parce que c'est un système qui est né de deux facteurs. La haine mutuelle, le repli identitaire, ok, et puis la dictature qui a été la résultante de cette cause fondamentale. Donc cette dictature a fait que tout le monde a commencé par se méfier de l'autre. Et ça fait que tous ceux qui sont rentrés dans l'administration a eu à se développer avec la mentalité du chacun pour soi. Ce chacun pour soi est la raison pour laquelle les gens se sabotent. Donc c'est ça le système, même au niveau du parti au pouvoir. Le parti est en train d'essuyer beaucoup de feux, de coups bas et de confrontations entre les mêmes membres du parti, entre les gens de l'administration, même dans l'armée. Les gens sont en train de subir ces problèmes. Ceux qui sont en haut, ils ont peur de ceux qui sont des subalternes. Pas les généraux, les capitaines, ceux qui sont en position d'autorité, ils ont peur de ceux qui sont en deçà. Pourquoi? Parce que ils seront en train de creuser des trous sous eux pour pouvoir les faire tomber. Vous voyez, donc ce n'est pas un système dans lequel un individu serait à l'aise. Donc on ne dirait pas aujourd'hui que l'armée profite du système ou que l'administration profite du système. Tout le pays est gangréné par ce système. Donc lorsque le politique avance, le politique doit viser ce système et libérer tout le monde. Parce que c'est une erreur de croire que, parce que certains sont de ce camp, ils sont en train de profiter. Moi, je pense que ce qu'ils sont en train de profiter ne sont que des choses matérielles. Nous l'avons dit au jour de notre conférence de presse, que ces choses matérielles qu'ils profitent ont leur finalité au dépotoir ou à la toilette. Mais le vrai bonheur, qui est la paix de cœur, je suis nommé aujourd'hui directeur de cabinet, je suis nommé aujourd'hui ministre. Comment vivre mon travail sans avoir peur de mes propres collaborateurs, sans avoir peur de leurs coups bas et tout? C'est ça le système-là que nous devons exterminer et combattre. Voilà, donc c'est sur cette idée-là que nous devons avancer. Et je parlais tout à l'heure de l'armée et en Conseil des ministres, nous avons eu des nominations à l'instar du ministre Yak Damran qui est porté au grade de général de brigade, Félix Katanga au général encore un peu plus. Est-ce qu'on peut lire derrière ça des nominations politiques? Mais il n'y a jamais une action en politique sans politique. Toute action en politique a toujours un but politique. Même si le but politique n'est pas révélé au grand public, il y a toujours un projet politique en deçà. Là, nous n'allons pas spéculer là-dessus au risque de ne pas intoxiquer la pensée des gens. Tout ce que nous dirons seulement, c'est que les dirigeants, ils savent pourquoi ils ont élevé ces personnes à ce rang de promotion. Bon, nous les félicitons. Reste à savoir si pas reste à savoir. Nous souhaitons seulement que à ces postes-là, qu'ils n'utilisent pas leur position contre les Togolais, mais qu'ils utilisent leur position pour aider à exterminer ce système qui est en train de les ronger eux aussi. Donc c'est ce que nous souhaitons au niveau du phare.
La semaine a été également marquée par la comparution ou bien la convocation de l'ancien ministre de l'administration territoriale, Pascal Bodjona, devant la chambre judiciaire de la Cour suprême dans le cadre de l'affaire d'escroquerie internationale, et le délibéré est rejeté sur le 17 mai prochain. Les Togolais sont surpris que cette affaire refasse encore surface. Vous aussi? Bon, sur le plan judiciaire, la procédure ne doit pas nous surprendre que cette affaire fasse surface, parce que les activités politiques d'une personne n'empêchent pas la procédure judiciaire d'avancer. Je pense que la procédure est arrivée à un moment où il a obtenu une libération provisoire. Oui. Donc, cette libération provisoire, le citoyen lambda peut penser que c'est la fin de l'affaire. C'est définitif. Voilà, mais c'est la continuité de la procédure. Et je pense que l'honorable ministre M. Bodjona, lui-même, il savait que l'affaire n'était pas finie. Toutefois, il faut tout de suite dénoncer que il ne faudra pas politiser cette affaire. Il faut que la justice soit laissée libre de faire son travail. Il faudrait que les résultats des enquêtes soient clairement exposés. Il faut que les dossiers soient réellement partagés entre les deux parties à temps. C'est-à-dire la procédure, nous n'allons pas enseigner au juge son travail, mais nous souhaitons seulement que le travail soit fait proprement. Et si ce monsieur est, il est innocent, que son honneur lui soit retourné, quoi. Parce que c'est une personne qui a eu de grands postes dans ce pays et qui a fait son travail. Donc moi je vois un peu, ça me dérange personnellement, hein, c'est pas, je ne parle plus au nom du phare. Personnellement, ça me dérange un peu lorsque on voit quelqu'un qui a une fois été élevé et subitement comme ça. Je ne suis pas dans cette logique-là. Je ne souhaite jamais cela pour quelqu'un. C'est pourquoi nous souhaitons que la justice fasse bien son travail pour que la vérité soit révélée. Un homme, croyez-vous à notre justice? Oui, j'y crois, dans la mesure où, personnellement, dans mon expérience, la justice a eu à me sauver de beaucoup d'affaires. Quand bien même, je n'étais pas politicien, je ne connaissais personne. Bon, j'étais allé là-bas, parfois sans avocat d'ailleurs, mais la justice m'a donné droit, vous voyez. Bon, chacun dans son expérience. Il y a d'autres qui disent que la justice n'est pas vraiment fiable. Bon, c'est selon leurs expériences. Donc, et je ne peux pas contester cela. Dernier sujet, il s'agit d'un protocole d'accord signé également cette semaine entre le gouvernement et les syndicats de l'enseignement. Donc, ce protocole suggère qu'on relance les choses et que les grèves ou bien les mouvements d'humeur soient arrêtés. Est-ce que vous y croyez que dorénavant on n'aura plus des enfants dans la rue, où les enseignants vont réclamer des meilleures conditions de vie? Est-ce que tous ces problèmes vont se taire à jamais? C'est une initiative qui est à louer, sauf qu'elle n'est pas venue vraiment trop tôt, hein? Parce qu'il ne fallait pas laisser toute une année, presque 6 mois dans les grèves et tout, avant de finir par aller à un protocole d'accord. Pourquoi est-ce que ce protocole d'accord ne serait pas fait? Parce que c'est depuis l'année dernière que les enseignants étaient en train de battre le pavé pour cela. Donc il va falloir que nos gouvernants réagissent rapidement et qu'ils soient conscients qu'ils sont en train de diriger des êtres humains. Vous voyez, il ne faut pas faire la pression psychologique sur les gens. Lorsque les gens savent, ils réclament leurs droits, on fait comme si on s'en fout. Et puis finalement, quand ils sont fatigués, bon, on agit en fin de compte. Bon, et ce système-là, cette manière de faire doit s'arrêter. Mais c'est une initiative que nous louons en fin de compte. Vous pensez que c'est un peu tard? Pas trop tard, mais mieux vaut tard que jamais. C'est fait, donc nous louons cela. Je vous apprends également que les enseignants détenus à la prison civile de Kara ont été libérés cette semaine aussi. Ah, Dieu merci. Pourquoi devrait-on les incarcérer en première position? Est-ce qu'ils ont le droit de manifester? Ils doivent manifester pour leurs droits. Et je ne sais pas pourquoi on ne peut pas aujourd'hui leur reprocher d'avoir fait commis un délit ou un crime dans leur manifestation. Vous voyez? Donc, c'est des intimidations que nous dénonçons et qu'il faudrait que nos dirigeants veuillent arrêter rapidement, quoi. Parce que cela permet aux gens
ou bien cela permet aux gens de se sentir sous les ailes protectrices d'un gouvernement. Mais quand moindre chose, on arrête les gens, moindre chose, on arrête les gens, ça intimide les gens. Et ça, au niveau du phare, nous ne sommes pas du tout d'accord avec ça. Monsieur Bavon, nous sommes au terme de cette émission. Certainement un mot de fin. Oui, je vous remercie d'abord de nous avoir invités. Et je dirais que nous souhaitons à tous les Togolais de comprendre que nous sommes d'une seule famille, une famille glorieuse, et que nous avons la chance, à laquelle nous avons la chance d'appartenir. Personne ne choisit son pays. Si la nature a fait que nous sommes ici, nous sommes les plus chanceux d'être ici. Et nous avons quelque chose comme solution pour ce pays. Nous ne devons pas nous entre-déchirer. Il faut maintenant qu'on pense à la construction du pays. Merci. Une fois encore, merci d'être passé dans l'émission Actu 7 sur 7. C'est moi qui vous remercie. Alors, tout est bien qui finit bien. L'émission de ce jour prend ainsi fin. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve le dimanche prochain. Portez-vous bien. Bon début de semaine à toutes et à tous. Au revoir. C'est bon?